Donc, avant de commencer, je vais vous parler un peu là, de qui on est. Finhandicap, on est un cabinet de services financiers indépendant qui est spécialisé dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap et leurs familles. Donc, on fait des placements d'argent, on vous donne des conseils financiers, on fait de l'assurance. Donc, on est une corporation, on n'est pas un OSBL. On est vraiment comme un peu n'importe quel conseiller financier, soit à votre banque, soit à votre un autre ING ou d'autres cabinets financiers de ce monde-là. Mais nous, notre grande spécialité, c'est qu'on est spécialisé dans le REI, le régime enregistré d'épargne invalidité. Ce qui fait en sorte que on aide beaucoup les personnes en situation de handicap et dans la famille et qu'on a une planification financière faite en fonction de ces problématiques-là. Comment que ça a commencé, la petite histoire de Finhandicap? Ici, vous avez Guillaume Parent, qui est le président fondateur. Guillaume, qui est évidemment, comme vous le voyez sur la photo, en situation de handicap lui-même. C'est sa petite fille qui est à côté. Puis en 2008-2009, lorsque le REI, le régime enregistré d'épargne invalidité, a commencé, Guillaume travaillait en finance et il a décidé de faire le tour des banques et le tour des caisses pour pouvoir s'ouvrir son REI. Il a été vraiment déçu des produits qui ont été offerts, fait qu'il a décidé en 2010 de créer le premier cabinet financier spécialisé en REI et en sécurité financière pour les personnes en situation de handicap. Donc, on existe depuis 2010. Nos qualités, nos valeurs d'entreprise, c'est la bienveillance, la performance, la rigueur. La bienveillance, je dirais, il y a plus de la moitié des employés chez Finhandicap et des conseillers qui vivent eux-mêmes en situation de handicap ou qui ont des proches en situation de handicap. La performance, ben, on essaie d'utiliser les produits financiers le plus stratégiquement possible et qui sont susceptibles d'améliorer votre qualité de vie. Et la rigueur, ben, on est soumis à toutes les règles de l'AMF, un peu comme les banques des caisses. On a vraiment un contrôle. Votre patrimoine financier, il est en sécurité, là. C'est pas des arnaques. On a trois piliers de service, la gestion de patrimoine, la sécurité financière et la communauté Finhandicap. La gestion de patrimoine, c'est quoi? C'est qu'on rouvre des REI, mais on rouvre tous les autres types de comptes. CELI, REER, CELIA, PREI. On offre des services de planification financière successorale et de fiducie. Puis on peut avoir un second avis, c'est fonds. Sécurité financière, c'est de l'assurance vie, de l'assurance invalidité, de maladie grave, mais soit si vous êtes vous-même en situation de handicap ou pour votre famille, fait qu'on le calcule, mettons l'assurance vie, on la calcule un petit peu, ou maladie, invalidité, on la calcule un petit peu différemment parce que souvent, on parle de proche aidance quand on parle de. Souvent, puis ça arrive, là, puis là, je vais y aller dans le préjugé total, mais souvent, on va avoir un mari qui va travailler à l'extérieur, une mère qui est à la maison, qui est proche aidante à son fils ou sa fille en situation de handicap qu'elle doit s'occuper. Fait que souvent, on va dire, oui, mais vous ne gagnez pas d'argent, madame. Oui, mais si madame tombe malade, ça va coûter très cher à la famille parce que même si elle ne gagne pas d'argent, ils vont dire, vous n'avez pas besoin. Nous, on va dire, oui, vous avez besoin parce que pour vous remplacer, ça va être très dispendieux. Donc, il y a vraiment tout ce côté-là là, qu'on a une logique beaucoup plus définie là, au niveau de l'handicap. Et la communauté, on a des informations contre les régimes de protection, du fait référencement, notaire, courtier, agent d'immeuble, Bye. spécialisé. Un avis important avant qu'on commence le cœur du sujet, cette présentation, ça ne doit pas être interprété comme des conseils financiers, juridiques ou fiscaux. Le rôle de Finhandicap dans ces ateliers est de vous outiller, de vous accompagner avec les personnes et les mesures existantes. Donc, la fin de l'enfance, on va commencer ici. La fin de l'enfance vient souvent avec un questionnement chez les parents sur est-ce que je dois mettre en place des systèmes de protection? Si oui, pourquoi, comment, etc. Il y a deux types, je dirais, de protection. Il y a des mesures d'assistance, qui est la mesure d'assistance aux majeurs, et il y a la tutelle et la curatelle. C'est quoi les grosses différences? La mesure d'assistance aux majeurs, ce n'est pas considéré comme une mesure de protection. Dans le fond, c'est pour les gens qui sont aptes, mais qui ont besoin d'aide. Quelqu'un qui est en DI, une personne qui est en DI légère, une personne qui est suspecte de l'autisme, une personne qui même, ça peut être physique, qui a des graves difficultés d'élocution, quelqu'un qui est en perte cognitive, plus vieille, qui est en perte cognitive, mais qui peut là, dans le fond, là, quand même comprendre certaines choses. On peut demander
au curateur public de mettre en place une assistance au majeur. OK? Quand on est assistant au majeur, on n'a pas le droit de prendre des décisions pour la personne, mais on a le droit de prendre tous les renseignements. Ça nous ouvre la porte là, à appeler, que ce soit médical, que ce soit financière, que ce soit, peu importe le renseignement, on peut les prendre pour le réexpliquer à la personne qui a besoin d'assistance. Des fois, l'assistance au majeur, ce n'est pas nécessairement des situations de handicap. Ça peut être juste la personne parle mandarin, puis elle ne parle pas français ni anglais. Donc, on peut, mettons, vous avez une mère immigrante qui ne parle pas du tout la langue, on peut demander le système d'assistance au majeur. Comme ça, moi, je peux appeler la RAMQ, je peux appeler l'ARC, je peux appeler pour ma mère, mon ami, etc. On peut être deux assistants au majeur, on a le droit d'avoir deux personnes de nommer. Et la procédure pour le faire est excessivement facile. OK? On va avoir une entrevue, on fait une application, on a une entrevue avec le curateur public et le curateur public s'assure que la personne ait un minimum de compréhension, soit capable de prendre des décisions et soit capable d'accepter que ces gens-là soient ses assistants. Donc, il y a il y a très peu de coûts là, reliés à ça. On n'a pas besoin d'aller voir un notaire pour faire ça. Ce n'est pas complexe comme procédure. Et là, il y a plein de parents qui disent Hey, moi, j'aimerais ça, mais mon enfant, il est pas verbal, puis il est en DI profonde. Mais vous ne pouvez pas demander d'assistant au majeur à ce moment-là. Pourquoi? Parce que la personne doit être assez apte pour dire oui, j'ai besoin d'un assistant. Quelqu'un qui est en DI légère, des fois même modéré, si elle comprend assez bien, peut avoir l'aide d'un assistant. Mais pas, excusez-moi, ça sonne dans mon ordinateur, mais euh, excusez, euh, pas quelqu'un qui n'a pas là, ce côté-là. La tutelle, qu'est-ce que c'est? Une tutelle, c'est qu'on va considérer la personne comme étant incapable de prendre certaines décisions. Avant ça, la tutelle, c'était bord à bord, OK, sur tous les aspects. Maintenant, la tutelle est adaptée, OK? On peut avoir une tutelle au bien ou on peut avoir une tutelle au bien de la personne ou à la personne, aux soins de la personne. OK? Les biens, c'est la gestion de l'argent. Les soins de la personne, c'est la gestion de ses soins. Une personne peut ne pas être sous tutelle pour sa gestion de santé, mais être sous tutelle pour la gestion de ses biens. Donc, la personne est capable de dire oui ou non sur, sur sa condition. Oui, je veux me faire opérer. Non, je ne veux pas me faire opérer. Oui, je veux prendre tel médicament. Non, je ne veux pas prendre tel médicament. Mais pour X raisons, c'est bien, l'argent, tout ce qu'elle possède, elle n'est pas capable de le gérer, elle n'est pas capable de faire des transactions pour les gérer. On peut retrouver ça là, soit en DI, des troubles du spectre de l'autisme. Des fois, il y a des gestions comme ça où on peut avoir les deux. OK? Les deux pour la personne. Donc, ça ici, c'est le tribunal ou un notaire qui va les mettre en place. Puis c'est suite à des rapports d'évaluation, il faut avoir des rapports d'évaluation médicale, des rapports psychosociaux. C'est un processus beaucoup plus lourd qu'on commence et qui peut être mis en place là, un petit peu plus tard, à partir des 18 ans de la personne, on peut commencer le processus. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on n'aura pas, aux 18 ans, flush la tutelle. OK? Et là, il y a toute la question, quand on est sur tutelle, à ce moment-là, c'est que la tutelle des biens, là, on va reprendre tout le contrôle des biens. Donc, le compte en banque, il ne sera pas nommé, ça ne sera pas nommé. Moi, j'ai un compte en banque, je m'appelle Julie Veillette, mais si j'étais sous tutelle, ça serait je ne sais pas moi, ma mère qui est décédée, là, mais Mariette Gervais, esqueltée de Julie Veillette. Dans le fond, là, c'est le tuteur de Julie Veillette. Donc, ça permet de ne pas, je n'aurai pas là, le contrôle de mon compte en banque. C'est le conseil de tutelle qui doit le prendre. Un conseil de tutelle, habituellement, c'est 3 personnes, dont un tuteur. Une personne qui est nommée tuteur, les deux autres vont vérifier que le tuteur fait bien ça et ils vont tous signer les rapports pour envoyer au curateur public. OK, le curateur public, c'est l'organisme qui vérifie si vous avez bien dépensé l'argent pour l'intérêt de la personne.
bien placer ses fonds, vous n'avez pas fait des dépenses frivoles. Il ne faut pas en avoir peur du curateur. On voit souvent des gens qui deviennent très, très stressés à l'idée de faire ça. C'est pas quelque chose, le curateur public est là pour vous aider. Il est là pour faire en sorte que ça se passe bien. C'est pas une police qui essaye de vous pogner, là. C'est vraiment l'idée, c'est qu'il essaie de vous assister, mais que s'il y a des choses qui ne sont pas bien faites, là, à ce moment-là, il va vous dire, là, il va vous demander des comptes. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui est arrivé? Une tutelle, ça ne vit pas tout seul. OK? Et c'est là tout le concept au niveau de la tutelle de dire qu'il faut avoir un entourage autour de la personne en situation de handicap. Donc, quand on a un enfant de 18, 20, 25, 30 ans, qu'on se rend compte qu'on doit mettre sous tutelle, à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose d'important de choisir des personnes, souvent de notre âge, mais aussi des personnes plus jeunes que nous. Ça a l'air un peu bizarre comme conseil, mais si on décède, puis tu sais, moi, admettons que ma fille, elle vient d'avoir 19 ans. Moi, j'en ai 47. Je prends tout du monde de 47 ans. Quand on va vieillir, on va tous vieillir à la même âge. On a tous des chances de décéder beaucoup plus rapidement que peut-être sa cousine, son frère, qui lui a 25 ans. Donc, son espérance de vie va être beaucoup plus grande. Donc, avoir des variations là-dessus, c'est important parce qu'il faut penser que souvent, une tutelle, c'est pour longtemps. OK? On ne change pas le monde sur un conseil de tutelle pour le fun. Ça reste souvent là, ça reste en place longtemps. Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose d'important d'inclure des gens de différents aspects, là, de différents âges de ce côté-là, puis d'avoir un cercle qui va se continuer dans le temps. On n'aime tous pas ça, penser qu'on va vieillir puis qu'on sera peut-être plus là pour notre enfant, mais la façon de réagir, c'est vraiment de préparer un entourage tranquillement. Puis la personne qui a 25 ans, mais dans 10 ans, dans 15 ans, va en avoir 40, 45. C'est vraiment quelque chose on oublie parfois. Il dit, ben, il est bien trop jeune pour être sur un conseil de tutelle. Si la personne a de l'intérêt, je vous dirais que c'est une bonne chose d'avoir cette variation-là. Euh, Ça implique, sur un conseil de tutelle, ça n'implique pas grand-chose. On n'est pas tuteur à la personne. Après ça, au niveau des conséquences, moi, je dirais, là, bon, démarche pour obtenir de l'aide financière. Ça a l'air bizarre, mais avant de mettre la préparation avant les 18 ans est important pour continuer les aides financières. Parce que quand on est enfant, puis souvent ça arrive chez des parents, il y a le passage aux 18 ans. On arrive aux 18 ans, on a un enfant inapte, on essaie d'ouvrir des comptes en banque. Des fois, c'est difficile. Donc, les faire avant les 18 ans, ouvrir des comptes en banque avant les 18 ans, parce que là, les aides financières passent des aides à l'enfance à des aides à la personne, de la solidarité sociale ou du revenu de base, tout dépendant du cas de l'enfant. Donc, tu sais, là, c'est important de se préparer à l'avance de ce côté-là. Si on parle de tutelle, en général, on va parler de contraintes sévères à l'emploi. OK? C'est rare que quelqu'un va être sous tutelle et qu'il n'aura pas de contraintes sévères à l'emploi. Donc, quand on parle de contraintes sévères à l'emploi, on va parler de solidarité sociale et de revenu de base. Qu'est-ce que c'est ces deux affaires-là? La solidarité sociale, la solidarité sociale, c'est comme l'aide sociale, mais pour les personnes qui ont une contrainte sévère à l'emploi. Le revenu de base, c'est pour les personnes qui ont une contrainte sévère à l'emploi de façon continue dans le temps. Comment ils évaluent ça de façon continue? Soit qu'on avait le sens, les soins exceptionnels à l'enfant pendant 5 ans avant ses 18 ans, et là, on va tomber sur le revenu de base, ou soit qu'on est pendant 5 ans et demi sur 6 ans sur la solidarité sociale. Et là, on va tomber automatiquement sur le revenu de base. C'est quoi la différence entre ces deux programmes-là? OK? Puis c'est là, c'est important de comprendre pourquoi il faut que je fasse ça, pourquoi il faut que je ne fasse pas ça. Un, sur le revenu de base, les prestations sont beaucoup plus importantes. On est à 1173 cette année et à 1300 1173 par personne, puis 1300 par personne si on est en couple. Sur la solidarité sociale, on est à 1284, puis en couple, pour les deux personnes, on est à 1898. Fait qu'on voit là, qu'on a vraiment une perte de revenus, surtout quand on parle de revenus qui sont quand même très, très de base, là, les revenus sont très bas. Mais ce qui est le plus important sur la solidarité sociale, ce n'est pas les prestations, c'est la capacité d'avoir des revenus autres. Quand on est sur le revenu de base, là, le gouvernement nous facilite la tâche pour travailler. OK? Donc,
Sur le programme de revenu de base, on peut gagner jusqu'à 15 711 par année, OK? Et ce montant, il est coupé, puis sans avoir coupé notre 1673. OK? Fait que faites le calcul, on est capable de sortir quand même des montants où on est capable de vivre, pas richement, mais de vivre correctement. OK? Sur la solidarité sociale, le maximum qu'on peut gagner par mois, c'est 200 dollars. OK? Après ça, on est coupé à 75. Notre 1294, il est coupé à 75. Donc, s'il y a vraiment une grosse différence là, au niveau des revenus qu'on est capable d'avoir. L'autre, c'est le programme de revenu de base. Sur le PRB, on peut avoir 20 000 d'avoirs liquides. On peut avoir 500 d'autres avoirs comme les résidences sans limite. Sur la solidarité sociale, on 2 500, puis 245 000 d'autres avoirs, incluant la résidence. Tandis que sur le PRB, ça exclut la résidence principale. Donc, quand on regarde tout ça, on se dit, bon, là, c'est quand même intéressant, le PRB. Si on est en inaptitude, là, ça va être vraiment important, si on est capable d'aller, si on est admissible, d'aller chercher le soin exceptionnel à l'enfance. Ça, c'est pour les enfants qui sont lourdement handicapés. Pourquoi? Parce qu'aux 18 ans, on tombe directement sur le programme de revenu de base. Si on est dans un cas, puis là, je vais vous parler de... c'est la première fois. OK? Avant ça, souvent, les gens qui étaient en situation de handicap et qui avaient souvent des inaptitudes au travail. Donc, ils étaient capables de travailler pendant un petit bout de temps, puis là, ils n'étaient plus capables de travailler. Ils étaient capables de travailler, que ce soit en raison de cognitif ou en raison physique. On en voyait beaucoup, là, que c'était des raisons physiques, puis ils voulaient travailler, mais ça faisait en sorte que leur retour, ils devaient liquider tous leurs avoirs qu'ils avaient gagnés pendant un an de temps pour pouvoir retomber sa solidarité sociale, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir plus que 2500. Bref, c'était vraiment problématique. Maintenant, sur le revenu de base, on peut toujours retomber sur le revenu de base. Si on a eu accès au revenu de base, on y a toujours le droit. Donc, c'est vraiment avantageux. Ça permet une stabilité et une sécurité financière énorme de ce côté-là. Donc, si on a des enfants, les 18 ans arrivent, ils sont aptes au travail avec difficulté. OK? Là, pour les rendre autonomes, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. On le voit beaucoup là, en déficience intellectuelle légère. On le voit beaucoup. Plus souvent, les parents ils disent non, 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 il faut que tu travailles, il faut que tu sois fier de toi. Le travail, c'est important. Ça va te permettre de te réaliser. Trouble du spectre de l'autisme, on le voit beaucoup. Bref, nous, ce qu'on dit, oui, c'est vrai que le travail va permettre se permet de nous, à tout le monde, c'est valorisant de travailler. Mais comme on a ce 5 ans et demi de temps nécessaire à être sur la solidarité sociale avant de tomber sur le revenu de base, quand on est dans ces cas de figure-là, ou que c'est pas clair que la personne va être capable de maintenir un travail pendant longtemps, moi, je vous dirais de plutôt favoriser les stages d'intégration au travail, de favoriser et d'aller sur la solidarité sociale le plus tôt possible. Pourquoi? Parce qu'après 5 ans et demi, on va avoir le droit au programme de revenu de base et là, ça va permettre une stabilité financière toute notre vie. Parce que même, tu sais, avant qu'il y ait une sortie de programme, il faut gagner 53 000, là. C'est beaucoup d'argent pour des gens qui sont moyennement aptes au travail. C'est pas du travail à temps partiel, là, 53 000, là. C'est quand même un bon travail. Donc, on voit là ici toute cette logique-là. Donc, la logique, c'est de passer au travers nos 5 ans et demi où que là, le programme ne facilite pas l'accès au marché pour pouvoir, après ça, avoir une stabilité financière tout au long de notre vie. C'est pourquoi que j'en parle, puis vous dites, voyons, pourquoi tu me parles du programme de revenu de base, puis on est sur les tutelles, puis les... mélanger la fille aujourd'hui. Non, je ne suis pas mélangée. C'est juste que en général, quand on est sur tutelle, on a des contraintes sévères à l'emploi. C'est en généralement ça. Puis des fois, il y a des parents qui poussent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que l'enfant puisse être indépendant financièrement. Puis je les félicite, mais moi, je vous dis, attendez 5 ans et demi avant de vraiment pousser. Puis dites à l'enfant, tu vas faire des stages. Il y a plein de moyens là, de rouler ça pour que ça soit valorisant pour la personne, mais que la solidarité sociale vous permette de faire ce passage-là au programme de revenu de base. Le REEI, un truc, c'est important, ne pas attendre les 18 ans pour l'ouvrir. C'est un régime, dans le REEI, le temps, c'est de l'argent. OK? Fait que souvent, à 18 ans, les montants que le gouvernement nous donne sont plus grands, mais on en bénéficie
bien avant habituellement. C'est quoi un REI? On l'a mentionné, il y a des gens qui c'est un programme fédéral d'épargne à long terme subventionné. C'est un régime enregistré d'épargne invalidité. Il faut avoir le crédit d'impôt pour personnes handicapées pour l'avoir. Pour pouvoir bénéficier des bons et subventions, il faut avoir en bas de 49 ans. Et si on a entre 49 ans et 59 ans, on peut ouvrir un REI. Pourquoi on ouvre un REI puis on n'a pas de bons puis de subventions? Ça va être dans les cas que des gens ont besoin d'accéder à la solidarité sociale et ils n'ont pas le droit d'avoir des avoirs liquides. On peut toujours transférer les avoirs liquides à un REI et là, ce n'est pas de la dilapidation de fonds. C'est correct de transférer du REI, d'un compte en banque à un REI, puis on peut après ça demander de la solidarité sociale. Ça va être dans ces cas-là. Ça va être dans des cas aussi où on reçoit des héritages. Puis on a dépassé les normes là, qu'on a le droit. Les titulaires de compte, ben, c'est les parents quand ils sont mineurs, puis après ça, quand c'est majeur, c'est soit les parents, soit lui-même, ou ça peut être son représentant légal. Quand on tombe sur les régimes de protection, OK? Dans le fond, là, notre enfant, on est à 19, 25 ans, on décide de mettre un régime de protection. J'étais titulaire de son REI. Ça va être encore moi, mais ça ne sera plus moi en tant que Julie Veillette qui va être titulaire du REI de mon garçon. Ça va être moi en tant que escalité. Escalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire tuteur de. OK? Tuteur de, puis tu sais, dans les papiers, ça va être écrit Julie Veillette, escalité de Mali. Ça va être écrit, ça veut dire, je ne sais pas pourquoi ils mélangent ça, là, il aurait juste pu dire tuteur de Mali, ça aurait été plus simple pour tout le monde, mais les avocats et les notaires aiment ça, montrer qu'ils parlent le latin, fait comme ça, escalité de. Euh, donc, c'est toi, mais en ta qualité de tuteur. Euh, dans un REI, puis là, je vais y aller vraiment vite fait, là, on met de l'argent, le gouvernement nous donne des subventions. OK? En général, là, si on est à on a un revenu en bas de 110 000, on peut mettre 1 500 de subventions, de cotisation, le gouvernement en met 3 500. On reçoit des bons si on est à faible revenu, en bas de 35 000. Donc, quelqu'un qui est sa solidarité sociale ou sur le PRB, juste pour ouvrir un REI, il reçoit 1 000 $ par année jusqu'à une concurrence de 20 000 $. Puis, puis là-dessus, ce qui est très important, puis ce qui fait le plus d'argent dans un REI, ce n'est pas les bons et les subventions, c'est les rendements. Pour avoir des rendements, il faut bien placer l'argent. Puis là, je vais citer McSween, j'ai oublié son petit nom. C'est quelqu'un qui peut me le rappeler. Celui qui est l'économiste public qui dit DCPG, c'est des placements de pauvreté garantis. Pierre-Yves. Pierre-Yves McSween, merci. Pierre-Yves McSween, ouais. Des CPG, des placements de pauvreté garantis. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas l'inflation. Donc, à chaque fois que vous avez des rendements comme ça, c'est vraiment peut-être pas le meilleur. C'est sécurisant. Les gens disent, oui, mais je vais faire au moins ça, puis j'en perdrai pas. Oui, mais si on regarde un REI, c'est du très, très, très long terme. Donc, les placements à long terme ont avoir un certain risque, puis habituellement, c'est le maximum de risque. Quand on parle, nous, de portefeuille audacieux, on est dans du risque modéré. C'est beaucoup plus rentable à long terme parce que là, oui, il y a une année qu'on va peut-être perdre du 15%, mais les autres années, on va en faire beaucoup plus. Donc, sur des moyennes, sur 10 ans, ben, on peut faire du 4, 6, 8, 10%. Donc, c'est des portefeuilles qui existent et qu'on a vu les rendements là, dans les 10, 15 prochaines années. Fait que c'est un petit encart sur les placements. Le REI et l'inaptitude. Qu'est-ce qui arrive quand on se met sur un conseil de tutelle avec notre REI? Donc, on doit changer le REI du bénéficiaire aux escalités du conseil de tutelle. Et on doit à ce moment-là aussi changer les placements. Le gouvernement nous oblige à ce moment-là de changer les fonds pour des présumés sûrs. Qu'est-ce que c'est des fonds présumés sûrs? OK? Puis là, le monde dit ah, mais ça, c'est des placements de garantie, c'est présumé sûr, fait que c'est sûr qu'on a un rendement. Non, 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 pas pantoute, ça n'a rien à voir. Les présumés sûrs, c'est qu'il faut avoir 60% d'actions canadiennes. Ce concept-là de fonds présumés sûrs, il est contesté par beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Parce qu'ils se disent, c'est pas parce que tu as 60% d'actions canadiennes que tu es plus sûr qu'un autre. Puis dans le présumé sûr, on a des tolérances au risque différentes aussi. On peut avoir des tolérances au risque élevées, puis ça soit indiqué présumé sûr parce que tu es à 60% de fonds canadiens. Là, je vous le fais grossier, là, il y a des petits trucs, on peut avoir un petit peu d'obligations américaines, puis que ça tombe un petit peu en bas, là, mais en général, c'est ça. Il faut que tu aies une majorité
d'Action canadienne. Donc, le présumé sûr, ça ne veut pas dire que tu es certain de faire de l'intérêt, ça veut juste dire que c'est un type d'action. Parce que le gouvernement canadien s'est dit, OK, mais c'est plus sûr, on est capable de contrôler notre économie. Les gens qui contestent cette notion-là, c'est des gens qui se disent, ben, c'est parce que si on étale nos actions sur le monde, ben, c'est beaucoup plus certain, c'est beaucoup plus équilibré de ce côté-là. Tu sais, si on a un peu d'euros, un peu d'Américains, un peu de Canadiens, tu sais, dans différents trucs. Mais on n'est pas rendu là, fait qu'on est obligé de choisir des fonds présumés sûrs pour votre EEI ou des CPG, que nous ne recommandons pas. Euh, donc, c'est un peu là, ce qui se passe au niveau du REEI. Puis ça compléterait, là on est à 50 minutes déjà, ça compléterait un peu notre présentation aujourd'hui. J'ai sauté la curatelle. Pourquoi je l'ai sauté? Parce que la curatelle, dans le fond, c'est un genre de tutelle, mais c'est le gouvernement qui reprend le contrôle des finances de la personne. En général, c'est pas ce qu'on souhaite pour une personne proche de nous. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Si on n'a pas d'autre choix, c'est correct, ça sera ça. Mais si on a un choix de trouver un cercle de personnes près de nous qui sont prêtes à s'impliquer, puis l'implication n'est pas si grande que ça. Ce n'est pas une implication à tous les jours être sur un conseil de tutelle, même être tuteur à la personne. Ça ne veut pas dire que tu dois t'en occuper, mais tu dois t'occuper à tous les jours, le faire manger, tout ça. Non, mais si tu dois t'occuper de t'assurer qu'il est dans une bonne place, que les gens ne le maltraitent pas, ça c'est le bien à sa personne, que sa santé, on s'en préoccupe, que ses finances, bon, on lui donne l'argent nécessaire pour ses finances, qu'on les gère correctement. Donc, ce n'est pas une occupation quotidienne, être tuteur à quelqu'un, ça demande quand même de l'implication, mais c'est quelque chose je crois, qui est souhaitable. Puis en tant, si vous êtes parent d'enfants handicapés, je vous dirais de créer un cercle de bienfaisance, de ne pas s'isoler, créer un cercle de bienfaisance autour de la personne. C'est quelque chose qui est important de ce côté-là. Puis pas oublier le multigénérationnel. Mais si on n'a pas ce cercle-là pour plein de raisons, ben à ce moment-là, c'est le curateur public qui reprend là, les finances puis les biens de la personne.